Schopenhauer. Un philosophe et son monde. Une série d'émissions de Lionel Richard. Texte dit par Jean Topard. Mixage Henri Bérec. Réalisation Michel Delforge. J'incline de plus en plus à cette opinion qu'il vaudrait mieux pour la philosophie ne pas être que d'être un métier et d'être représenté dans la société civile par des professeurs. Elle est semblable à la rose des Alpes qui ne peut fleurir qu'à l'air libre des montagnes et qui dégénère dans la culture artificielle. Comme les femmes sont uniquement créées pour la propagation de l'espèce et que toute leur vocation se concentre en ce point, elles vivent plus pour l'espèce que pour les individus et prennent plus à cœur les intérêts de l'espèce que les intérêts des individus. C'est ce qui donne à tout leur être et à leur conduite une certaine légèreté et des vues opposées à celles de l'homme. Telle est l'origine de cette désunion si fréquente dans le mariage qu'elle en est devenue presque normale. Nous avons vu Schopenhauer comme professeur à Berlin, professeur peu enthousiaste à l'égard de l'enseignement, à l'égard de ses collègues, et voilà qu'il s'en va de Berlin. Et les mauvaises langues disent qu'il est parti tout simplement de Berlin parce qu'il y avait l'épidémie de choléra. Dominique Bourrel. Oui, il avait déjà fait quelques pérégrinations, mais il est exact que en 1831, Hegel meurt d'ailleurs du choléra, et donc Schopenhauer s'en va d'abord à Mannheim, et puis se retrouve à Francfort à partir de... Il fait un voyage en Italie, je crois aussi. Et puis à Dresde, il retourne une fois, et il se retrouve à Francfort en 1833 jusqu'en 1860, donc c'est là où il aura la deuxième partie de sa vie. On peut penser qu'aussi Hegel, une fois mort, il a peut-être un adversaire de moins, et que l'attaque frontale que va subir aussi, comme la philosophie de Kant, la philosophie de Hegel, va, dans ce temps-là, va aussi probablement le rapprocher de certains de ses contemporains. Il va commencer à avoir justement des visites. C'est le sage de Francfort, on va le voir de très loin, y compris de Paris. Et les gens viennent le voir et trouvent d'abord un sage en train de travailler, de traduire, de relire les grands textes, d'annoter toute sa bibliothèque, et puis de publier encore toute une série de livres, dont La volonté dans la nature, 1836, et puis Deux problèmes fondamentaux de l'éthique, 1841, et surtout les célèbres Par Erga et Par Alipomena en 1851. C'est ça qui va lui apporter la célébrité. On dit qu'il se rapproche aussi de sa mère. Sa mère est installée à Bonn. Qu'en pensez-vous, Erika Thuner? D'après ce qu'on sait, d'après l'état des documents, si tous mes renseignements sont exacts, bien entendu, il y avait une rupture définitive avec la mère au plus tard en 1821. Et même les relations épistolaires ont cessé à ce moment-là.
En revanche, elle- il n'a pas elle a cessé d'avoir vécu des encore relations 20 avec ans. sa sœur. Ah, voilà, oui, oui. Donc, Johanna Schopenhauer, qui a vécu encore 20 ans après cette rupture, ou 15 ans, elle est morte en 1838, je crois, et à ma connaissance, n'a plus eu de relation avec son fils. Didier Raymond. Oui, il a toujours eu de bonnes relations avec sa sœur et, Oui, oui. et il y a pas mal de lettres où il se confie à elle, Ah, elle, oui, il faut où des il lui choses parle de sa importantes, même, solitude, oui, où elle lui oui. répond sur le même Oui. ton. Tandis qu'avec la mère, à ma connaissance, il n'y non, a il n'y plus a eu jamais de de- correspondance ni de rencontre. Donc, le sage de Francfort, c'est quelqu'un qui a opéré une rupture avec son milieu familial, puisque je ne crois pas non plus qu'il ait revu Adèle. Non, 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 elle... Elle correspond avec lui, mais est-ce qu'il y a eu des rencontres avec Adèle? En tout cas, on est certain qu'il n'y a pas eu de rencontre avec sa mère. Il n'a jamais revu sa mère, ce qui Me peut semble, paraître oui. absolument étonnant, puisque sa mère était célèbre, et pendant donc plus de 15 ans, il ne va avoir, alors qu'elle est à côté, elle est à Bonn, il est à Francfort, il n'y a aucune relation avec elle. Bah, écoutez, Goethe était à Weimar et sa mère était à Francfort et elle ne l'a pas vu pendant 15 ans. Il y a d'autres exemples célèbres de ces relations extrêmement difficiles. Alors, rupture avec le milieu familial, je crois quand même que cette notion de rupture est importante, parce qu'on a l'impression qu'il s'enferme à Francfort. On l'a appelé l'ermite de Francfort aussi, Didier Raymond. Oui, il s'enferme pour continuer la rédaction de son œuvre, tranquillement, malgré les livres qui ne se vendent pas, malgré l'échec de son enseignement. Il continue comme si de rien n'était et il se consacre totalement à la rédaction de cette œuvre, sans voir personne, en se contentant de quelques baignades tous les jours, quelques promenades. Erika Thouner. Oui, il ne vit pas tout à fait seul, n'est-ce pas? Nous savons qu'il aimait les chiens et qu'il avait un chien, un caniche, je crois. Il a laissé à ce caniche une partie de sa fortune dans son testament, n'est-ce pas, pour qu'on s'occupe bien de ce chien qu'il appelait Atma, l'âme du monde. Et bon, il avait plus confiance en la fidélité des animaux qu'en la fidélité des hommes, en quoi il n'avait peut-être pas tort. Donc, il y avait un chien, il y avait même plusieurs chiens, il y avait des portraits de chiens, comme il y avait un portrait de Goethe dans son appartement. Alors, ça fait peut-être partie de son originalité. Au début, le personnage de Schopenhauer est quelqu'un qui vit véritablement comme un ermite, qu'on a décrit comme maniaque, qui avait des habitudes ponctuelles, qui ne sortait qu'à certaines heures. Kant aussi. Comme Kant. Mais il faut dire que cette image est relativement peu sympathique. Erika Thouner, vous avez parlé du chien. C'est quelqu'un qui n'a plus de relations féminines. On a parlé de ces relations féminines. On a eu 2 qui ont compté plus ou moins dans sa vie. Ensuite, on ne connaît pas de femmes dont il se soit entouré avec régularité. Erika Thouner. Il ne s'est pas marié, bien entendu. Et on a le portrait d'un vieux garçon, oui, rentier, acariâtre, maniaque. Oui. Vivant avec sa servante, quand Vivant même. avec sa servante, oui, mais oui. plus âgée, Ne qui est faisant- très vieille d'ailleurs. Ne faisant en Oui, réalité genre bonne de curé. qu'appliquer sa philosophie, n'est-ce pas? C'est-à-dire le vouloir lui-même n'amène que l'illusion, les individus ne sont que des apparences fugitives. En réalité, on a là quelqu'un de très cohérent avec son message et avec sa pensée, n'est-ce pas? Pourquoi faire un effort puisque même les individus sont quelque chose qui passe, n'est-ce pas? Et puisque cette espèce de vouloir comme ça qui structure la vie vers un but totalement inconnu, on ne sait d'ailleurs même pas s'il y a un but. Donc là, pour une fois, on a un philosophe qui vit selon sa philosophie et selon sa pensée, quoi. Erika Thouner. Bon, d'une part, on peut se demander s'il vit ainsi par force des choses et non seulement par philosophie, n'est-ce pas? À un certain moment de sa vie, lorsqu'il a rencontré Caroline Jagemann, cette belle actrice de Weimar, et il a dit cette femme, je l'aurais épousée même si je l'avais trouvée au bord d'une route taillant des pierres. Voilà. Je pense qu'il y avait aussi une espèce de
presque des répugnances physiques à l'égard de la femme plus tard dans sa vie. Je vous livre un tout petit portrait seulement, mais qui est très connu, très célèbre dans son essai sur les femmes. Voilà comme il voit la beauté ou l'absence de beauté de la femme. Il dit « Il a fallu que l'intelligence de l'homme fût obscurcie par l'amour pour qu'il ait appelé beau ce sexe de petite taille, aux épaules étroites, aux larges hanches et aux jambes courtes. Au lieu de le nommer beau, il eût été plus juste de l'appeler inesthétique. Les femmes n'ont ni le sentiment ni l'intelligence de la musique, pas plus que de la poésie ou des arts plastiques. » C'est-à-dire tout ce qui l'intéressait. Bon, voilà, il n'a pas rencontré l'âme sœur, disons. Là, il ne s'agit pas de l'âme sœur, il s'agit de la beauté physique, n'est-ce pas? L'âme sœur aussi, il ne l'a pas rencontrée, vous avez parfaitement raison, mais je mets à côté le portrait qu'il trace de la beauté masculine. Voilà, n'est-ce pas? Il dit vous dites qu'une femme accomplie est plus belle qu'un homme accompli. Qu'est-ce que c'est que cela? Une confusion naïve de votre instinct sexuel. Vous ferez sourire les vrais connaisseurs. Et les vrais connaisseurs. Je vous laisse le soin d'interpréter ce passage. Et les envieux se moqueront de vous. On peut même vous exposer des raisons sérieuses tirées de la structure de l'homme et de la femme. Il n'y a sous ce rapport aucune différence entre l'espèce humaine et l'espèce animale. Le lion, le cerf, le paon, le faisan, etc. Le sexe est faible et le second à tous égards. Attendez que vous ayez mon âge et vous verrez quelle impression vous feront ces petites personnes courtes sur jambes. Décidément, les jambes courtes nous sont attribuées une fois pour toutes. Courtes jambes et longues de buste. Même leur visage ne peut se comparer à celui d'un beau jeune homme. Et elles n'ont pas l'énergie du regard. Voilà la beauté masculine, n'est-ce pas, un regard, la beauté féminine. Je crois que le passage est suffisamment parlant et je préfère ne pas le commenter. Si, au contraire. Un homme il faut le commenter. On est au cœur du problème de la formidable Verdrängung, le refoulement sexuel fantastique. De l'homosexualité latente. Latente que Freud avait parfaitement vu, parce qu'il y a un passage extraordinaire dans la 4e partie du Monde comme volonté comme représentation, dont la psychanalyste allemande Ilse Gruber-Simitis, qui est l'éditrice en Allemagne des textes non publiés jusque-là de Freud, a cité, et qui est très long, et où Schopenhauer dit à son insu des choses absolument fondamentales sur l'instinct sexuel, qui mène le monde, hein, et où Freud a vraiment trouvé toute la psychanalyse. Et là, le cœur du problème de Schopenhauer, c'est le refoulement sexuel. Dans sa vie et peut-être dans sa pensée, d'où le ressentiment formidable, l'espèce d'amertume constante et cette destruction de la philosophie que Nietzsche ne cessera ensuite de relever quand il se sera séparé de Schopenhauer. Dominique Borel. Oui, mais il y a quand même là un accord très, très profond avec sa pensée philosophique, quoi. Pour lui, l'homme est une bête carnassière, que ce soit un homme ou une femme, et on ne le connaît que dompté. Et la chose qui met en branle la philosophie, c'est l'étonnement de l'existence et c'est la mort. Enfin, donc avec des pulsions comme ça qui sont vraiment térébrantes pour la philosophie, pour le discours de Schopenhauer, je pense qu'effectivement, après, c'est presque secondaire. Alors, il y a sûrement un refoulement sexuel, il y a sûrement une homosexualité, etc. Mais la lame de fond, à la lecture, en tout cas, du Monde, est tellement... ramasse tellement tout sur son passage, si vous voulez, que je ne sais pas s'il y a pas quelque chose de la méditation de la mort, et me paraît presque plus importante ou plus fondamentale. Ou est-ce que vous pensez que c'est la même chose? C'est peut-être une autre manière de dire cela? Il a reconnu la pulsion freudienne comme personne avant lui, oui. Le trip. Oui. D'ailleurs, il emploie le mot pulsion dans le sens où Freud l'emploie. Didier Raymond. Non, c'est vrai, il y a ce même Nietzsche abondera dans ce sens, bien entendu, en disant des choses beaucoup plus belles sur les femmes et beaucoup plus nuancées, parce que mais il y aura cette misogynie fin de siècle très très... Oui, qui se prolonge, qu'il y a eu de tout temps du reste, qui est exprimé ici d'une façon admirable, c'est tout. Mais ce qui est intéressant chez Schopenhauer, comme chez Nietzsche, c'est que tous les deux ont vu, mais n'ont pas vu qu'ils voyaient. C'est-à-dire, ils ont tout décelé, et c'est ça qui est absolument étonnant, sans comprendre ce qu'ils décelaient. Et c'est là la grande explication de Freud, dont toute l'œuvre se fonde à la fois sur Schopenhauer et sur Nietzsche, comme s'il était le regard second de deux.
Et on tombe aussi dans la conjonction entre Thomas Mann dans son essai sur Schopenhauer, où d'ailleurs il n'est jamais question des femmes. Thomas Mann a écrit un admirable texte sur Schopenhauer, où il se garde bien d'aborder cette question. Madame Thunier, vous avez tout à fait raison. Thomas Mann aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Pourquoi il n'aborde pas cette question? Parle de la conjonction entre la désolation et la germanitude, ou quelque chose comme ça, chez Schopenhauer. Et on revient là au problème fondamental. Didier Raymond. Si vous permettez, je veux juste revenir sur la lettre que vous avez lue tout à l'heure et où il y a ces phrases curieuses où il dit que les vrais connaisseurs n'aiment pas les femmes. Et ça me paraît une lettre quand même typique du ressentiment de Schopenhauer et de cette façon qu'il a de manier l'insulte et de dire des choses énormes, disproportionnées par rapport à son génie aussi, n'est-ce pas? Oui. Presque un peu décevant. Parce que tout de même, il y a beaucoup de phrases où il dit, qui marquent aussi qui témoignent aussi d'un ressentiment. Je ne sais plus, dans un des nombreuses interviews qu'il a donné à la fin de sa vie, je crois, à un disciple, un jour il a dit, c'est les femmes, si seulement elles avaient voulu de moi. Bon, il y a aussi cette boutade de Byron qu'il reprenait souvent où il disait moi je vois les hommes, mieux je me porte. Si je pouvais en dire autant des femmes, tout serait pour le mieux. Je crois que c'est quand même le problème de tous ces misogynes qui, précisément, leur misogynie témoigne d'une attirance et d'une crispation en même temps pour les femmes. Mais je crois quand même pas d'un dégoût. Évidemment, la phrase est curieuse, mais je pense, pendant que vous le lisiez, je pensais à cette lettre de Nietzsche, quand il a vu que Lou Salomé ne l'aimerait jamais. Et dans une lettre, il dit que Lou Salomé, finalement, il n'a pas perdu grand-chose, qu'elle est mal foutue, qu'elle a les seins qui tombent, qu'elle a les fesses plates. Enfin, bon, là aussi, c'est le ressentiment. Je réponds brièvement. Je crois, en effet, il y a une part de refoulement, bien entendu. Il y a aussi une part d'expérience qui n'a peut-être pas été acceptée telle que d'autres. Bon, sa beauté n'était pas resplendissante et son génie n'a été que peu reconnu par les femmes ou peu compris par les femmes. Il y a aussi une autre expérience sans doute douloureuse et décevante, et là je regrette de parler contre mon propre sexe, mais je pense avoir assez d'objectivité pour voir la situation de l'époque et même d'aujourd'hui. Et il a rencontré des femmes vraiment intrigantes et qui ont été ignobles dans leur comportement. Cela peut jouer aussi. Sa propre mère. Sa propre mère. Par son caractère superficiel. Absolument, absolument. Puis on vivait à une époque où la femme, effectivement, avait en tant que maîtresse, n'est-ce pas, une influence extraordinaire et avait besoin d'un protecteur pour s'imposer dans la société parfois. Et elle a profité aussi d'une façon vraiment un peu misérable parfois de ses avantages. Il avait vu cela, il a trouvé cela ignoble et l'a dit. Je peux expliquer son attitude. Il faudrait peut-être quand même la signaler comme une attitude qui reste singulière de la part d'un homme qui est un aussi grand penseur. Dominique Borel. Oui, il ne reste pas moins qu'encore une fois, la pensée de Schopenhauer, la pensée philosophique, est une pensée de l'illusion, est une pensée du vouloir pur. Encore une fois, les individualités ne sont que des apparences fugitives. Alors bon, c'est vrai qu'il est un peu moins sympathique, il est même carrément déplaisant quand il parle des femmes, mais quand il parle des hommes, c'est pas toujours mieux, puisque de toute façon, pour lui, c'est tout à fait secondaire. Il a des accents très tragiques. Quand il dit la vie, c'est un combat qu'on est sûr de perdre. Quand il dit il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le vouloir, il y a justement cette théorie tragique, et puis la théorie de l'illusion, finalement, le célèbre voile de Maya, n'est-ce pas, cette espèce d'irruption formidable, pour la première fois, d'ailleurs, dans l'espace philosophique occidental, d'une pensée orientale. C'est quelque chose de très, très important aussi, et qui fait que, forcément, tout ça a probablement fait basculer entièrement toute sa vision des choses, des hommes, des femmes, de la société, de l'État, etc., et qu'il a été presque désarçonné, enfin désarmé par cette espèce de découverte, qui est effectivement une découverte tragique et affreuse. Naissance et mort, deux accidents qui, au même titre, appartiennent à la vie. Elles se font équilibre. Elles sont mutuellement la condition l'une de l'autre, ou, si l'on préfère cette image, elles sont les pôles de ce phénomène. La vie, pris comme ensemble. La plus sage des mythologies, celle des hindous, a bien su rendre cette vérité. Brahma, le moins noble et le moins haut des dieux de la Trimurti, représentant la génération, la naissance, et Vishnu, la conservation,
C'est au dieu qui symbolise la destruction, la mort, à Shiva, qu'elle a donné, avec le collier de tête de mort, comme attribut le lingam, symbole de la génération. Ici, la génération apparaît comme le complément de la mort. Ce qui doit nous faire entendre que ces deux termes sont par essence corrélatifs, ayant pour fonction de se neutraliser mutuellement et de s'annuler. Dominique Bourrel, vous avez parlé justement de cet antiféminisme en montrant qu'il faisait partie finalement de sa philosophie, mais tout l'aspect anti est présent chez Schopenhauer, et pas seulement l'antiféminisme, l'antisémitisme est là aussi. Est-ce que c'est véritablement de l'antisémitisme? Alors j'aimerais bien qu'on en parle, parce que ce sage de Francfort qui vit en ermite a des propos sur les Juifs, par exemple, qui aujourd'hui nous choquent profondément, de la même manière que ces propos sur les femmes nous choquent. Alors on retrouvera la même ambivalence chez beaucoup de philosophes allemands d'ailleurs, parce que il y a l'éditeur qui paradoxalement est un coup sur deux un juif, le meilleur élève qui un coup sur deux est aussi un juif, et donc à chaque fois le philosophe qui dit des choses effectivement pas vraiment recommandables, qui dit mais c'est pas à vous que je pense mais à quelqu'un d'autre, il est exact que pour Schopenhauer le peuple juif c'est celui de l'Ancien Testament. Et alors, bon là c'est très codé, c'est-à-dire qu'il reçoit ça de manière très intéressante parce qu'il l'assimile, ce qui est un vrai problème dans l'histoire de la pensée allemande, il l'assimile à l'impératif catégorique de Kant, n'est-ce pas? Et il dit, Kant et le Sinaï, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est un point qui est clair et qui demanderait probablement plusieurs développements parce que ça pose tout le problème du rapport de Schopenhauer avec la tradition judéo-chrétienne. C'est-à-dire de savoir est-ce que cette pensée a quelque chose à voir avec le christianisme, ce qu'on a essayé de démontrer plusieurs fois, ou non, ce que personnellement, moi, je pense. C'est-à-dire que ces relations avec l'hindouisme... Voilà, à mon avis, c'est totalement exclusif, mais on trouve quand même... Ça n'a rien à voir, avec l'aspect judéo-chrétien. Didier Raymond. Oui, je vois que c'est surtout au monothéisme que Schopenhauer en a. Absolument. Et vous disiez les hindous, je relisais hier des notes dans les Parargas où il en veut beaucoup au judaïsme n'avoir pas reconnu d'existence aux animaux, alors que les hindous leur reconnaissent une âme, qu'ils font partie de la nature, qu'ils sont des êtres... Et lui qui aimait son chien, évidemment... Voilà, exactement. Alors le monothéisme plus le discrédit jeté sur les animaux, c'est... Georges Arthur Goldschmidt. Oui, je crois qu'il y a une autre raison. Il parle du Feuilletor Judaicus, de la puanteur juive, et c'est un règlement de compte avec Spinoza et avec Goethe. Car au fond, il n'a rien compris à Goethe, strictement rien. Il s'est complètement trompé là-dessus. Et l'espèce de formidable pulsion de vie, c'est pas ça Spinoza, mais c'est quand même un peu ça. C'est ça qu'il condamne. Le vouloir vivre spinozien, qui mène chez Spinoza à la fin la béatitude. Alors là, il y a une espèce de règlement de compte presque physique, de haine, chez Schopenhauer, qui est tout à fait étonnant. Ne pouvant être Spinoza, il a été obligé d'être, malheureusement pour lui, Schopenhauer. Et qui en réalité, ce dont vous parlez, pas vraiment juif, c'est-à-dire maintenant on ne va pas engager le débat sur la célèbre judaïté de Spinoza, n'est-ce pas, savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il attaque là-dedans. Il a très bien montré à quel point il était condamné par la communauté juive, etc. Et alors ce qui m'intéresse dans la remarque effectivement que vous venez de faire, c'est qu'il a cette espèce d'odeur juive, c'est le vieux poncif, n'est-ce pas, qu'on retrouve en marge. J'ai regardé, ça vous étonnera pas, dans sa bibliothèque, les exemplaires de Moses Mendelssohn. Et alors au milieu d'un développement de Moses Mendelssohn, n'est-ce pas, tout d'un coup il s'interrompt et il marque dessus, c'est l'odeur juive. Il n'a rien à voir, enfin Mendelssohn est en train de parler de Platon. Donc on a quelque chose d'assez fréquent d'ailleurs dans la pensée allemande, de manière assez intrigante, qui tout d'un coup, alors un retour du refoulé probablement, enfin quelque chose qui surgit comme ça, alors qu'encore une fois dans le même temps, Peter Gay l'a très bien monté avec Wagner, enfin c'est le cas de Wagner, cette situation invraisemblable où le seul type qui est capable de diriger Wagner, c'est Hermann Lévy, et que Wagner se roule par terre pour qu'il vienne diriger à Bayreuth tout en lui crachant dessus, quoi. Donc là on a cette idée-là et cette fonction-là chez Schopenhauer tout à fait aussi. Là encore un paradoxe, c'est de voir que Schopenhauer, qui a eu une éducation cosmopolite, qui a recueilli l'héritage des Lumières,
aboutissent à l'antiféminisme, à l'antisémitisme, à des manies qu'il exclut complètement de la société des hommes, finalement. On peut se demander si ce n'est pas l'esthète qui domine chez Schopenhauer dans ce sage de Francfort, celui qui est au-dessus de tout, Didier Raymond. Son amour de la musique dont on a beaucoup parlé, mais il est au fond au-dessus de tout, un peu comme l'esthète. Hein. Ou l'homme du ressentiment. Ou l'homme du ressentiment. L'homme du ressentiment, oui. Oui, je reviens toujours à il continue de rédiger son œuvre et il y a vraiment comme Bergson, enfin une intuition, le vouloir vivre et une explicitation de cette intuition pendant toute son existence et c'est vraiment l'idée fixe schopenhauerienne, ne quitte pas jusqu'à sa mort. C'est l'esprit et la tendance morale qui constituent l'essence d'une religion, et non les mythes dont elle les revêt. Je ne renonce donc pas à l'opinion que les doctrines chrétiennes doivent être ramenées d'une manière quelconque au brahmanisme et au bouddhisme.